Au Venezuela, le président chaviste Nicolás Maduro s'accroche au pouvoir. Le pays sombre dans la crise économique et la violence. On en parle avec l'invité du Grand Angle. Bonjour Gaspard Estrada. Bonjour. Alors vous êtes le directeur exécutif de l'OPALC. L'OPALC, c'est l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. On peut dire que c'est l'observatoire de Sciences Po sur l'Amérique latine. Exactement, c'est son titre exact. Voilà. Alors comment vous pourriez définir en quelques mots le régime de l'actuel président Maduro? Alors c'est une bonne question. Jusqu'à présent, le régime Maduro pouvait se prévaloir des urnes. Et donc on pouvait dire qu'il s'agissait d'une démocratie. De manière générale, le Venezuela, sous Chavez puis Maduro, s'était toujours prévalu d'élections, justement pour asseoir sa légitimité, malgré les contestations de l'opposition, malgré le fait qu'il y a eu des atteintes à la démocratie et donc à la qualité de la démocratie vénézuélienne. Mais on voit bien que depuis quelque temps déjà, cette démocratie s'étiole et aujourd'hui, on a de vrais doutes quant à l'appellation démocratie pour le Venezuela. Et comment vous le qualifieriez alors ce régime aujourd'hui? Je pense qu'il va vers... il s'autoritarise, il se durcit. Et très clairement, aujourd'hui, il y a une vraie question quant à la poursuite de ce régime. On va en parler, mais on l'a vu dans les images tout à l'heure, il y a eu 35 morts depuis le 1er avril, donc on peut dire quand même que la répression est forte. Alors, il y a une répression, ce n'est pas nouveau. Déjà en 2014, il y avait eu 43 morts suite à des manifestations et à des heurts entre le gouvernement et l'opposition. Mais aujourd'hui, la vraie nouveauté, c'est qu'il y a une impopularité du gouvernement et surtout, à partir de décembre 2015, c'est l'opposition qui a remporté une élection. Et ça, c'est une vraie nouveauté politique au Venezuela. Alors, on va revenir sur cette situation politique, mais d'abord un mot, vous avez cité le mot de Chavez, donc Hugo Chavez. Maduro a succédé à Hugo Chavez en 2013. Chavez est mort d'un cancer. On évoque depuis lors le chavisme. Qu'est-ce que c'est exactement cette idéologie politique? Alors, la logique politique de Chavez avait pour but, à la base, de rompre le bipartisme qui a gouverné le Venezuela pendant une cinquantaine d'années et surtout redistribuer les fruits de la manne pétrolière vers les couches les plus défavorisées. Alors, en effet, si on regarde les chiffres économiques, pendant le début des gouvernements de Chavez, donc au début des années 2000, il y a une réduction des inégalités, une diminution de la pauvreté. On le voit très clairement avec les indicateurs. Toutefois, à partir de la mi des années 2000 et surtout aujourd'hui, on voit bien que ce legs chaviste s'étiole très rapidement. Parce que les prix du pétrole ont chuté. Et donc, fatalement, la manne pétrolière n'était plus ce qu'elle était. Et donc, le pouvoir n'a plus pu, comment dirais-je, redistribuer cet argent et subventionner les produits de première nécessité. Un, et deux, surtout, l'erreur qui est à mes yeux plus grave, c'est que le gouvernement vénézuélien n'a pas voulu diversifier l'économie vénézuélienne. Aujourd'hui, 95% des recettes de l'État sont issues des exportations de brut. Et aujourd'hui, on voit bien que le Venezuela n'a pas d'autre moyen que de couper des subventions, de faire un rationnement et imposer un contrôle d'échange. Avec une situation économique, on peut le dire, catastrophique. Totalement catastrophique. Le PIB, donc le produit intérieur brut, qui a chuté de 20%, je crois, en un an. La monnaie qui perd de sa valeur tous les jours. L'inflation, c'est plus de 8 ou 900% par an. C'est quelque chose de phénoménal. Donc l'argent n'a plus aucune valeur. Les salaires sont augmentés, mais ça ne suffit pas à compenser, évidemment, la perte de pouvoir d'achat. La situation est catastrophique. Totalement catastrophique. Et sur le plan politique, les acquis du chavisme ont disparu, tout simplement. Donc aujourd'hui, le peuple vénézuélien, ou de manière générale les études d'opinion, celles qui sont publiées en tout cas, montrent qu'aujourd'hui, le gouvernement Maduro est très impopulaire. Et donc c'est pour cela que l'opposition, qui jusqu'à présent avait toujours eu du mal justement à remporter des élections, et aussi parce qu'elle a aussi essayé de faire un coup d'État contre M. Chavez en 2002, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, cette opposition, elle a le vent en poupe, non seulement parce qu'il y a cette impopularité, il y a cette crise économique, mais aussi parce que les deux leaders de l'opposition, donc M. Capriles et M. Leopoldo López, ont une même ligne politique. Alors pour que les gens comprennent bien, l'opposition parlementaire, on va parler de celle-là,
Elle est incarnée essentiellement par Enrique Capriles. Voilà. Qui est cet homme? C'est un catholique conservateur, on peut dire ça comme ça? Alors oui, c'est quelqu'un qui est plutôt à droite sur l'échiquier politique. C'est aussi quelqu'un qui a été très utile au régime chaviste parce qu'il a toujours légitimé ce régime en participant aux élections présidentielles. En 2006, en 2012, puis en 2013, Enrique Capriles a perdu les élections, mais avec un score qui se rapprochait de plus en plus du vainqueur. Et donc aujourd'hui... En 2014, je pense qu'il avait eu pratiquement 49% des voix. Voilà, exactement. Donc vraiment, ça s'est joué sur un fil. Donc aujourd'hui, si des élections étaient convoquées au Venezuela, Enrique Capriles aurait de bonnes chances de remporter cette élection. Alors, il ne pourra plus se présenter puisqu'il a été déchu de ses droits politiques. Pendant 15 ans, il ne pourra plus se présenter à une élection. Exactement. Et c'est, de mon point de vue, ce qui contribue, en quelque sorte, à donner beaucoup plus de cohérence à l'action politique menée par l'opposition vénézuélienne, qui était jusqu'à présent divisée entre le camp des légitimistes, incarné par M. Capriles, et de l'autre, le camp des tenants d'une mesure beaucoup plus radicale, qui voulait justement faire évoluer le régime, c'est-à-dire à faire... provoquer une chute du régime Maduro, qui est, elle, incarnée par Leopoldo López, qui est aujourd'hui en prison. Est-ce que cette opposition est unie aujourd'hui? Alors, il me semble qu'elle a une dynamique politique en sa faveur. Cela étant dit, elle a été jusqu'à présent incapable, justement, de créer un rapport de force à son avantage vis-à-vis contre le gouvernement. La grande question aujourd'hui qui se pose, c'est quel sera le rôle des militaires? Alors justement, j'allais vous dire, l'armée reste pour l'instant fidèle à Nicolás Maduro, au président Maduro. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a donné aux militaires le contrôle d'une bonne partie de l'économie vénézuélienne. Voilà, et c'est là le paradoxe. Hugo Chavez était militaire. Monsieur Maduro est un civil. Il a été diplomate, ministre des Affaires étrangères de son pays. Paradoxalement, c'est sous Maduro que les militaires ont acquis de plus en plus de place. Aujourd'hui, un tiers du gouvernement est composé de militaires ou d'anciens militaires. C'est eux qui contrôlent toute l'économie en ce qui concerne l'alimentation, les biens de base. Et donc, de ce point de vue-là, si on voit sur le plan objectif, une analyse plus froide, ce sont les militaires qui sont les grands gagnants de cet affaiblissement de M. Maduro. Donc on peut dire que Maduro contrôle les militaires d'une certaine manière. En tout cas, il les a. Ou plutôt, les militaires contrôlent M. Maduro. Ils se contrôlent mutuellement, en fait. Oui. Voilà. Et tant que l'armée reste fidèle à Maduro, il restera au pouvoir. Oui, d'autant plus que pour les militaires, on pourrait dire que c'est un jeu où ils sont gagnants sur toute la ligne, dans le sens où c'est M. Maduro qui paye le coût politique de l'impopularité du gouvernement, alors que les militaires jouissent objectivement de l'usufruit du pouvoir. Ils occupent beaucoup plus de place dans le pouvoir sans payer le prix politique. Sauf qu'ils risquent de tout perdre si Maduro est renversé. Exactement. Donc d'où cette unité des militaires. Mais cela, on ne peut pas exclure qu'à l'avenir, il y ait une division au sein de l'armée. Alors Gaspard Estrada, quel rôle plutôt jouent les États-Unis dans cette affaire? Et est-ce qu'il y a une différence entre la politique d'Obama et la politique de Trump vis-à-vis du Venezuela? Alors, monsieur Trump s'est entretenu avec la femme de Leopoldo López. Il a fait des déclarations assez importantes. Je pense que c'est moins les États-Unis et plus l'Amérique latine qui est aujourd'hui en train de prendre les devants, ce qui est, de mon point de vue, une innovation dans le sens où... Dans quel sens? Dans le sens où les pays latino-américains, jusqu'à présent, avaient été très prudents sur la crise vénézuélienne, avaient toujours prôné le dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Il avait même une mission de médiation qui était dirigée par 3 anciens premiers ministres, dont un espagnol et 2 latino-américains. Voilà, exactement. Mais ces missions ont échoué. Aujourd'hui, compte tenu de la situation au Venezuela, compte tenu de cette impopularité du président Maduro, les pays latino-américains, et d'autant plus que ces pays ont vécu des alternances politiques de gauche vers la droite récemment en Amérique latine, je pense à l'Argentine, je pense au Brésil, eh bien ces pays-là aujourd'hui agissent et de fait
soutiennent l'opposition en prenant le droit aux manifestations et en exigeant du gouvernement des actions beaucoup plus concrètes pour éviter les violences. D'accord. Qui sont encore les derniers alliés, si on peut dire, du Venezuela en Amérique latine? C'est ce qu'on appelle l'Alliance bolivarienne. Ce sont des petits pays, hein, la Bolivie, l'Équateur, le Nicaragua, c'est cela? Voilà, en tout cas, sur le plan régional, c'est assez clair. On voit sur la carte les changements d'alliance. On peut dire que d'une certaine manière, aujourd'hui, l'Amérique latine est en train de rebasculer à droite. Voilà, et cela a des conséquences justement sur le jeu politique au Venezuela. Jusqu'à présent, le Venezuela, grâce à ses alliances, avait toujours réussi à stopper des initiatives diplomatiques sur le plan régional. Aujourd'hui, avec ce basculement d'alliance, elle est incapable d'y mettre fin. Un mot encore des soutiens. On peut dire aussi d'une certaine manière que Maduro est soutenu, en tout cas directement, par la Russie et la Chine qui continuent d'acheter du pétrole vénézuélien. Oui, sauf qu'il ne faut pas oublier que les Chinois sont surtout attachés justement à garantir le paiement des dettes qui ont été contractées par le Venezuela. Et il n'est pas impossible que si changement de régime il y a que le gouvernement chinois discute avec les nouvelles autorités vénézuéliennes. Alors on sait aussi que le Vatican a déjà essayé de jouer le médiateur, faire une médiation dans cette crise vénézuélienne. Le pape d'ailleurs a dit récemment qu'il était prêt à faire une nouvelle tentative sous certaines conditions. Pourquoi le Vatican s'implique dans cette crise? Moi, je pense que de manière générale, le pape François essaie de mener des missions de médiation de par le monde. Il est argentin, il faut le rappeler, il connaît bien l'Amérique latine. Bien sûr, et je pense que c'est dans le cadre de l'Amérique latine où ces missions ont un impact plus important. Je pense à Cuba. À Cuba, le pape a joué un rôle important dans le rapprochement entre Cuba et les États-Unis. C'est également le cas au Venezuela, mais là, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup plus d'acteurs et il sera plus difficile pour le Vatican de mener à bien cette mission malgré cette initiative politique prise par le pape. Il ne soutient ni Maduro ni l'opposition. Non. Il est médiateur. Merci Gaspard Estrada d'être venu nous expliquer, nous faire comprendre ce qui se passe en ce moment au Venezuela et qui a déjà, je le rappelle tout à l'heure, fait 35 morts rien que cette année-ci, donc dans ces manifestations pour réclamer le départ du président Maduro. Merci beaucoup d'être venu.